Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Recette RH. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer ensemble les obligations de l'employeur dès lors qu'il effectue sa première embauche. Cette vidéo va dans la suite logique de la première vidéo que nous avons abordée ensemble il y a 2 semaines et qui avait pour objectif de vous faire découvrir le cadre légal du recrutement de manière exhaustive. Donc voilà, nous avons sélectionné le candidat idéal. Maintenant, que devons-nous faire en tant que primo-employeur? Donc au menu de cette vidéo, nous allons retrouver en grand 1 la déclaration préalable à l'embauche, en 2 la visite d'information et de prévention, en 3 les contrats de frais de santé avec la mutuelle et la prévoyance, en 4 le registre unique du personnel, en 5 le document unique d'évaluation des risques pro, et enfin nous allons terminer sur les affichages obligatoires. Donc voilà, globalement ce sont toutes les obligations auxquelles il faut répondre une fois que l'on embauche son premier salarié. Donc commençons par le commencement avec la DPAE, ce qu'on appelle la déclaration préalable à l'embauche. Donc cette déclaration préalable à l'embauche, elle va concerner les CDD, les CDI, les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage, mais elle ne va pas concerner les stagiaires. Donc elle est à effectuer dans les 8 jours avant la prise de poste et une copie doit être remise aux salariés. Alors, pour les contrats dans lesquels il y aurait indiqué que la DPAE a été effectuée auprès de l'URSSAF de X, il n'est pas nécessaire de remettre une copie aux salariés car cette mention en fait répond à cette obligation. À quoi elle va nous servir cette DPAE? Du coup, cette DPAE, en fait, elle va permettre de répondre à globalement 6 obligations employeurs. Donc, premièrement, elle va permettre d'ouvrir le compte URSSAF, donc le compte employeur, ce qui va déclencher en fait les paiements des cotisations mensuelles, enfin, ce qui va déclencher l'obligation de devoir payer ces cotisations, donc à savoir les cotisations inhérentes à la sécurité sociale, mais également à l'assurance chômage. Cette DPAE, elle va également permettre d'immatriculer le salarié à la sécurité sociale avec son numéro de sécurité sociale. Elle va également permettre, la DPAE, de signifier une demande d'adhésion auprès du service de santé au travail et puis d'en découler une demande de VIP, donc ce qu'on appelle la visite médicale. Il faut savoir que la DPAE, elle est totalement gratuite. Donc, pour ce faire, vous avez juste à... soit, si vous avez déjà créé votre compte URSSAF, vous pouvez directement faire la DPAE sur le compte URSSAF, ce qui va permettre en fait d'avoir un suivi de l'ensemble des DPAE que vous allez déclarer. Ou sinon, si vous n'avez pas encore de compte URSSAF, vous pouvez directement la faire sur le site web de l'URSSAF. Le non-respect de la DPAE n'est pas sans conséquence. Il faut savoir que vous vous exposez à des sanctions pénales, civiles et administratives si toutefois vous ne répondez pas à cette obligation. Effectivement, c'est aussi assimilé à du travail dissimulé. Donc, on fait bien sa DPAE dans les 8 jours avant l'embauche. Dans la continuité de cette DPAE, et c'est ce qu'on a vu précédemment, vous avez l'obligation en tant que primo-employeur que d'adhérer à un service de prévention de santé au travail. Donc vous allez entendre souvent le jargon SPST, mais en fait c'est juste la médecine du travail. Donc cette obligation, elle est due, en fait elle est faite pour répondre à son obligation de sécurité en tant qu'employeur vis-à-vis de ses salariés. Donc l'adhésion, elle doit se faire, il y a différentes modalités concernant la médecine du travail, mais il faut savoir qu'en fait, localement, vous avez l'obligation d'adhérer à un service de médecine du travail qui soit local, donc dans la région, à proximité, afin que les salariés puissent s'y rendre facilement. Donc une fois que vous avez embauché votre salarié, vous avez dans la limite de 3 mois pour lui faire passer cette visite médicale. Donc aujourd'hui, on sait que les centres de services de santé au travail sont saturés, mais dès lors que vous avez initié une demande de visite médicale, vous avez répondu à votre obligation. Donc pensez bien à le faire pour vous couvrir en cas de contrôle. Il faut savoir que cette VIP, donc visite d'information et de prévention, elle est à renouveler tous les 5 ans au maximum. Et si toutefois vous embauchez une personne qui est sur un poste pour lequel elle a déjà eu une visite médicale et qu'elle est déclarée apte au travail
sur la même fonction, enfin si elle a déjà eu en fait dans les 5 années précédant l'embauche une visite médicale qui correspond au poste auquel vous allez l'embaucher, vous êtes exempté en fait de lui refaire passer une visite médicale. Il faut savoir également qu'il y a des cas particuliers pour les femmes enceintes, les mineurs, les travailleurs de nuit, les personnes en situation de handicap et les salariés exposés à des conditions de travail spécifiques, par exemple, qui sont exposés à des agents cancérigènes. Donc là, par exemple, pour les travailleurs de nuit, il va falloir faire la visite médicale bien avant les 3 mois, donc avant même la prise de poste. Et c'est la même chose pour les mineurs. Concernant maintenant les salariés qui sont exposés à des conditions de travail spécifiques, la VIP, il va falloir la renouveler non pas tous les 5 ans, mais sur une fréquence plus réduite. Il est également à noter que cette visite médicale doit avoir lieu sur le temps de travail et elle est rémunérée. Donc si d'aventure il n'était pas possible de la faire passer sur le temps de travail, il faudrait la rémunérer dans tous les cas. Concernant maintenant le troisième point, donc toujours dans la suite de la maladie, entre guillemets, du médical, il faut savoir qu'à partir du moment où l'on embauche son premier salarié, on est contraint, enfin on est tenu de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés. Il n'y a pas de condition d'ancienneté et de plus, vous êtes obligé de participer à minimum 50% du coût. Par ailleurs, il est également prévu pour les statuts cadres un contrat de prévoyance. Vous devez également souscrire un contrat de prévoyance dès lors que vous embauchez un cadre. Je vous conseille de toujours vous référer à vos dispositions conventionnelles parce qu'il y a beaucoup de conventions collectives aujourd'hui qui obligent le salarié, qui prévoient du coup une couverture prévoyance également pour les salariés non cadres. Ce genre, ces contrats de frais de santé, en fait, ils font l'objet de ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur, donc une DUE dans le jargon. C'est ce qui va permettre, en fait, c'est des accords qui vont établir de ce que vous avez prévu, en fait, contractuellement. Il faut faire attention car il y a certaines conventions collectives qui peuvent prévoir des dispositions conventionnelles minimum avec des garanties minimum. Donc il faut toujours, si vous faites une DUE et si vous ne vous référez pas juste à vos dispositions conventionnelles, il faut faire attention à respecter ces minima. Le contrat doit être collectif, encore une fois. Il y a des cas spécifiques de dispense. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe, mais il faut bien penser que cette mutuelle, la souscription de ces contrats pour les salariés est obligatoire. Donc, c'est-à-dire que si vous ne faites pas une DUE dans les règles de l'art et si le contrat n'est pas collectif, il y a un risque. Il y a plusieurs risques. Déjà, si vous ne répondez pas à ces obligations, il y a un risque de contentieux prud'homal au niveau des salariés, mais également de redressement URSSAF si le contrat si les DUE ne sont pas conformes à ce qui est attendu. Concernant maintenant le point numéro 4, c'est le registre unique du personnel. Donc il faut savoir que l'employeur a l'obligation de tenir à jour un registre écrit, donc que ce soit sur une version papier ou une version dématérialisée, de toutes les entrées-sorties des salariés et ou des stagiaires. Donc là où la DPAE par exemple ne concernait pas les stagiaires, ça va être le cas pour le registre unique du personnel. L'idée c'est d'avoir en fait un gros état des lieux de tous les mouvements de l'entreprise, donc les entrées, les sorties, les mutations, etc. Le registre unique du personnel doit respecter une chronologie stricte et il y a pas mal de mentions en fait, qui doivent être respectées. Donc c'est-à-dire que si un salarié il rentre le 25, vous devez pas le faire rentrer le 28. C'est-à-dire qu'il faut que ça suive une chronologie stricte de la réalité des faits. Donc, ce registre unique du personnel doit comprendre bien évidemment les noms et prénoms des salariés, les dates de naissance, sexe, nationalité, l'emploi, la qualification, la date d'entrée et de sortie de l'établissement, le type de contrat. Si la personne dispose d'un titre de séjour, vous devez le mentionner ainsi que le numéro du titre. Pour les stagiaires, il faut mentionner le lieu de présence du stagiaire ainsi que l'identité du maître de stage. Il faut savoir que pour les groupes, par exemple, il ne peut pas y avoir un registre unique du personnel commun, mais c'est bien
un registre par établissement. En cas de non-respect de cette obligation ou de registre erroné ou incomplet, il faut savoir que les sanctions sont assez lourdes car elles s'apprécient en fait par salarié et non pas de manière globale. Donc ça peut vite chiffrer très rapidement. Concernant maintenant le point numéro 5, donc il va exposer le document unique d'évaluation des risques professionnels, donc ce que nous on appelle dans le jargon la DUERP. C'est un document en fait qui va consigner toute l'évaluation des risques professionnels, donc physiques et psychosociaux, et toutes les actions préventives qu'on va pouvoir mettre en place. Donc en fait, il va falloir sonder, faire un état des lieux exhaustif de tous les risques professionnels qu'il y a dans votre entreprise et d'y associer des actions préventives pour les éviter au mieux. Donc on est toujours dans cette obligation de sécurité de l'employeur. Ce document unique, il doit être mis à jour assez régulièrement, donc en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une modification, il faut bien penser à la mettre à jour dans le document unique. Et pour les entreprises qui ont plus de 11 salariés, cette mise à jour doit se faire au minimum une fois par an, même s'il n'y a pas eu entre-temps de réelle mise à jour. C'est un document qui se conserve très très longtemps et même ses antériorités, une conservation pendant 40 ans du document actuel et de ses antériorités pour vraiment pouvoir, je sais pas moi, en cas d'accident du travail ou en cas de situation litigieuse, en fait, on va pouvoir se référer à ce document unique. Il faut savoir que à la base, normalement, on était supposé déposer en ligne sur une plateforme numérique le document unique ainsi que toutes ces mises à jour, mais à l'heure actuelle, le portail n'est toujours pas fonctionnel. Donc, je vous invite à conserver vos copies en papier et à bien les archiver. Donc, sans surprise, si on ne répond pas à cette obligation de document unique, de mise à jour, d'entretien, etc., on se soumet à... Enfin, il y a un risque de contravention qui est de minimum 1 500 €. La contravention diffère en fonction de si vous êtes une personne physique ou une personne morale. Et pour terminer, nous allons brièvement... exposer les affichages obligatoires. Donc il faut savoir qu'en entreprise, à partir du moment où vous embauchez un salarié, vous avez l'obligation d'afficher énormément de données. Donc vous êtes soumis à la communication par tout moyen à vos salariés, souvent sous forme d'affichage, des informations clés concernant votre entreprise. Donc on va passer assez rapidement sur cette slide parce que les mentions à communiquer, elles vont différer en fonction de l'effectif de votre entreprise. Par exemple, vous allez être obligé de communiquer sur les coordonnées de l'inspection du travail, de la médecine du travail, la CCN qui est applicable dans votre entreprise, la durée du travail, les horaires collectifs, les mentions sur les congés payés, les mentions sur le harcèlement au travail, sur les discriminations, etc., etc. La liste est vraiment très longue, donc je vous invite à directement vous rendre en fait sur le site, les sites gouvernementaux, Entreprendre, le service public, etc. Vous allez pouvoir trouver de manière détaillée l'ensemble des affichages obligatoires. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une première pour moi que de me montrer face caméra et d'animer une petite session courte, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours, me dire s'il y a des choses qui ne sont pas claires, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo droit du travail.